Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'opinion. À presque 100 jours de son investiture, M. Riyad Mezzour le reçoit au ministère de l'Industrie et du Commerce, dont il détient désormais les rênes, pour une interview à bâton rompu. Venez avec nous. C'est un usage, c'est vrai, on entend ça et là qu'il faut 100 jours pour voir les premières actions d'un gouvernement ou d'un exécutif quel qu'il soit, même en entreprise. Ce que je peux vous assurer, c'est que le gouvernement s'est mis au travail dès le premier jour. Vous l'avez sans doute remarqué, 7 jours après, la loi de finances a été présentée en intégrant des dispositions, les premières dispositions du programme gouvernemental, notamment de la société social, avec une forte impulsion sur le social et des engagements forts qui ont été pris par le gouvernement, qui vont être déployés dès 2022 à travers la loi de finances. Vous l'avez, ça ne vous a pas échappé aussi que le grand chantier royal porté par Sa Majesté le Roi et piloté par Sa Majesté le Roi directement, qui est le chantier de la couverture sociale généralisée, a connu des avancées majeures dès les premiers jours du gouvernement. Donc, ce qu'on peut voir aujourd'hui, sans compter la gestion de la pandémie, sans compter l'accompagnement des entreprises, ça et là, que ce soit dans tous les secteurs, dans le tourisme, au niveau de l'industrie et au niveau du transport, etc., d'autres secteurs, qui ont pris ou de l'équipement, qui ont pris en charge tout de suite les dossiers brûlants et la mise en place de cette stratégie. Je ne manquerai pas de vous citer, par exemple, le programme Aoresh, où on voit le ministre en charge de ce programme qui est en train de déployer cette stratégie, etc. Donc tous les ministres sont à pied d'œuvre pour travailler dès les premières heures après qu'ils aient obtenu la confiance royale et dans l'exécution et la mise en œuvre effective juste après qu'ils aient obtenu le vote de confiance du gouvernement. Bien évidemment, d'abord c'est un ministère qui a été porté par un grand ministre et que j'ai eu la chance d'accompagner pendant quelques années et qui a obtenu des résultats intéressants et duquel les Marocains sont extrêmement fiers. À titre d'exemple, au niveau de la pandémie, vous avez vu comment les Marocains n'ont manqué de rien et la plateforme industrielle de notre pays a répondu de manière efficace et agile pour répondre à tous les besoins. Donc, effectivement, il y a un gros patrimoine dans ce ministère et en termes de ressources humaines et en termes de vision stratégique que je connaissais personnellement déjà, et c'est vrai que c'est plus facile de démarrer dans ces conditions que quand on arrive dans un ministère qu'on ne connaissait pas avant. Alors, une plateforme industrielle arrière, et même j'oserais dire avant. Ça veut dire que nous sommes une plateforme industrielle dans le cadre du co-développement, non seulement avec l'Europe qui est notre principal client, mais dans le cadre du co-développement avec notre continent et avec notre environnement et notre région. Donc le Maroc dispose bien évidemment au niveau industriel d'un fort sponsorship politique de Sa Majesté le Roi, qui a érigé ce secteur en priorité nationale et qui suit ce secteur de manière très attentive et dans ses grands et ses petits projets. Ça ne vous a pas échappé que Sa Majesté s'est impliquée personnellement dans des signatures de conventions, dans des inaugurations, et ce qui démontre l'intérêt particulier que Sa Majesté accorde à ce secteur. Donc ce secteur, au niveau de l'appui et du soutien politique et de l'appareil de l'État dans tout son ensemble, est fortement soutenu. Le positionnement de Hub est un positionnement est une politique qui a été choisie par le Maroc à partir des années 80, avec la stratégie d'ouverture, les accords de libre-échange qui ont été mis en place, qui permettent aujourd'hui au Maroc, aux entreprises industrielles qui sont installées au Maroc, de pouvoir accéder à plus d'une centaine de marchés sans avoir d'impact de droits de douane avec des droits de douane préférentiels, et ce qui nous a permis aujourd'hui d'attirer des investisseurs, comme par exemple des investisseurs
qui servaient par exemple le marché européen, qui viennent profiter du fait que nous ayons des accords de libre-échange avec les États-Unis pour pouvoir servir ce marché-là, parce que, comme vous le savez, il n'y a pas d'accord douanier préférentiel entre les États-Unis et l'Europe, et le Maroc joue un rôle assez important par rapport à ça. Deuxième étape, au niveau de la ZLECAf, qui est aujourd'hui en construction, le Maroc aussi est fortement intégré dans son continent, comme vous le savez, et joue ce rôle de partenaire et de hub entre l'Europe et le continent et notre continent. Donc, la place du Maroc en tant que hub est naturelle, géographiquement. Nous avons travaillé sous l'égide de Sa Majesté pour exploiter ce positionnement géostratégique, pour valoriser le potentiel de notre jeunesse qui est reconnu aujourd'hui au niveau de tous les investisseurs industriels que nous connaissons, que ce soit les investisseurs qui viennent d'Asie, d'Europe, d'Amérique et du Maroc, bien évidemment, qui reconnaissent aujourd'hui la valeur et le potentiel de nos ouvriers et ouvrières, de nos ingénieurs et ingénieurs, de nos techniciens et techniciennes. Et nous sommes assez fiers de ce qui a été réalisé, et nous avons aussi un potentiel très très important encore à concrétiser. L'informel est d'abord un moyen de subsistance pour beaucoup de familles marocaines, et c'est un moyen que nous devons respecter et intégrer. Et donc, il y a des stratégies multiples pour accompagner ce secteur, d'abord pour lui faire disposer de ses droits sociaux. Et là, il y a le grand chantier porté par Sa Majesté de généralisation de la couverture sociale qui va permettre à tous les Marocains de disposer d'une couverture sociale élargie et de leur donner leurs premiers droits sociaux. Puis, il y a un travail d'intégration avec des bénéfices à l'intégration et pas de la coercition. Nous sommes aujourd'hui en train de déployer des programmes, par exemple le programme des auto-entrepreneurs qui connaît un succès formidable. Nous sommes aujourd'hui à plus de 370 000 auto-entrepreneurs inscrits dans notre pays. Donc c'est un programme qui connaît un succès formidable, qui a permis à beaucoup de gens de venir s'installer, se déclarer, payer des taxes symboliques par rapport à leurs activités, mais être reconnu comme tel. Après, au-delà de l'informel de subsistance que nous accompagnons, que nous soutenons, il y a l'informel un peu compliqué, le semi-informel, ce que j'appelle le semi-informel ou le gris, où des entreprises formelles, et vous avez parlé de sous-traitance, ont recours à de l'activité informelle pour, entre guillemets, gagner en compétitivité, ce qui a créé des drames importants. Je prends à titre d'exemple le drame qui s'est passé à Tanger avec la perte de 28 personnes, qui est très très douloureuse et qui appelle à une action importante, conséquente, pour que ça ne se reproduise plus jamais. Et donc il y a un travail qui est en train d'être mis en place en collaboration avec le ministère de l'Intérieur pour faire en sorte qu'il y ait des espaces de travail qui préservent les droits sociaux et, soit dit en passant, la compétitivité en intégrant les droits sociaux et les droits fiscaux de ces personnes-là, non seulement est préservée, mais elle est améliorée, parce que les personnes qui travaillent dans de meilleures conditions, qui sont mieux formées, sont plus productives et donc assurent un niveau de compétitivité plus important. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Il ne vous a pas échappé que dans l'organisation gouvernementale, il y a un département chargé de l'investissement et de la cohérence des politiques publiques. Ce département travaille d'arrache-pied sur la nouvelle charte de l'investissement. Il faut savoir que nous avons une charte de l'investissement qui fonctionne, qui a permis d'atteindre des résultats intéressants au niveau, par exemple, industriel. Nous n'aurions pas pu avoir tous ces investissements, nous n'aurions pas pu avoir toute cette dynamique sans un dispositif de l'investissement attractif. Maintenant, nous travaillons ensemble pour essayer de l'améliorer. Alors, améliorer un dispositif qui a donné de bons résultats demande un effort, une réflexion, et l'élargir à tous les secteurs pour que tous les secteurs puissent en bénéficier, même s'ils étaient intégrés, mais le secteur qui en a le plus bénéficié, c'est le secteur industriel, exige une réflexion, exige des débats, exige d'avoir un outil agile
et efficace. Ça demande du travail, c'est pour ça que ça a pris du temps, ça demande du travail, c'est quelque chose qui va être structurant et porter notre pays pour les prochaines années à un moment où il y a d'importants investissements, une importante reconfiguration des chaînes de valeur mondiales. Et donc, il faut que nous aboutissions avec un projet efficace, agile, adapté et spécifique qui correspondent aux enjeux qui nous permettent d'attirer le maximum d'investissements possible pour que nous puissions continuer nos efforts ou améliorer encore notre progression en tant que hub mondial. Alors, le jugement est un peu sévère, parce que quand sur un plan d'accélération, on crée 565 000 emplois, c'est quand même un effet intéressant et important d'entraînement pour l'économie. Quand on a aujourd'hui le premier secteur exportateur, qui est un secteur qui n'existait pas ou peu il y a une quinzaine d'années, il y a quand même un important développement qui s'est créé. Maintenant, effectivement, il y a un potentiel d'entraînement beaucoup plus conséquent qui est attendu de ce secteur. Nous y travaillons, le potentiel est là. La reconfiguration des chaînes de valeur mondiales issues des constats et des défaillances que nous avons pu constater dans la région pendant la crise et pendant la pandémie a renforcé le positionnement de notre pays et nous permettra d'atteindre de nouveaux paliers que nous atteindrons, Inch'Allah. Une zone industrielle, quand elle est conçue selon un planning de développement et pour arriver à maturité sous 5, 10, 15, 20 ans. Donc il ne faut pas attendre de la mise en place d'une zone industrielle qu'elle arrive tout de suite à maturité et constater l'échec au bout de 2-3 ans et dire c'est fini. Ceci étant dit, il y a eu des expériences qui ont effectivement pas donné les résultats attendus et où les zones ont été orientées vers d'autres activités et qui n'ont pas eu les effets escomptés. Nous avons appris de ces leçons et toutes les nouvelles zones maintenant rentrent dans le cadre des leçons apprises avec des cahiers des charges de valorisation des orientations vers le secteur productif pur, tous ensemble. Et nous avons aussi un plan pour réhabiliter entre 3500 et 6000 hectares de zones industrielles et les remettre à niveau pour qu'elles puissent répondre à ces besoins. Le groupe Stellantis produit des blocs moteurs depuis 2018, depuis le démarrage. Maintenant, effectivement, il y a besoin d'une intégration supplémentaire sur laquelle nous travaillons et cette intégration va nous permettre dans les toutes prochaines années, comme annoncé, d'être la base industrielle automobile la plus compétitive au monde et en plus, elle sera décarbonée. On rentre dans l'industrie lourde qui va nous permettre d'avoir les pièces et de les forger ici pour pouvoir les intégrer dans le bloc moteur. Maintenant, un bloc moteur, c'est une multitude de pièces. Donc, nous ne serons pas en mesure de produire toutes les pièces, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes déjà à un taux d'intégration de 60%. De 60% des pièces automobiles. Et notre objectif est d'atteindre les 80% dans les 3-4 ans à venir. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le consommateur local considère par exemple certaines marques qui ont des produits fabriqués au Maroc et dont 30% de leurs produits sont fabriqués au Maroc comme des marques préférées par rapport à des marques marocaines. Alors, le Made in Morocco est plébiscité par rapport à ces marques-là. Donc, c'est une question de marque plus qu'une question de qualité de la production nationale. Effectivement, nous avons un travail à faire sur les marques marocaines et nous avons un travail à faire sur la confiance des Marocains envers la qualité du produit marocain, sachant que ce produit, dès qu'il porte un label étranger, est plébiscité par les Marocains. Donc, nous sommes en train de faire ce travail.
Nous rentrons dans un projet ambitieux, stratégique et lourd du Made in Morocco qui intègre cette composante de confiance du consommateur marocain en ses propres produits parce qu'ils sont plébiscités d'une manière générale et au niveau de qualité, la qualité et au niveau des prix. Maintenant, au-delà de ça, le Made in Morocco va englober quelque chose de beaucoup plus large qui rentre dans la souveraineté industrielle et qui va nous permettre de répondre à l'ensemble des besoins conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi. Nous avons plusieurs programmes qui travaillent dessus. Il ne vous a pas échappé, par exemple, que nous avons fait et travaillé pour faire en sorte qu'il y ait des contrats de sourcing avec les distributeurs locaux qui ont connu un succès immédiat. Vous avez vu les annonces et aujourd'hui, il y a une appétence des réseaux de distribution par rapport à ces contrats de sourcing. Il ne vous a pas échappé aussi que par rapport à la production et à la distribution locale de certains produits, il y a eu un fort remplacement des produits importés, que ce soit du déstockage, etc., qui étaient distribués dans tout le Maroc, avec des produits fabriqués localement. Donc, le Marocain, au niveau du textile, mais au niveau de d'autres produits aussi, est fortement conscient maintenant qu'il est en train de consommer marocain et apprécie de plus en plus la qualité. Il faut encore travailler, nous n'y sommes pas encore, surtout travailler sur les marques marocaines, non seulement pour qu'elles gagnent la confiance de nos concitoyens, c'est très important, mais aussi pour qu'elles gagnent les marchés internationaux. Et nous avons un programme d'exportation qui est très très ambitieux, avec l'objectif d'exporter de manière supplémentaire plus de 70 milliards de dirhams dans des couples, avec 1200 couples produits marchés, sur lesquels nous allons travailler individuellement. Ça, c'est pour l'orientation export, où le textile a une bonne place, où l'agroalimentaire a une bonne place. Sans compter l'automobile, où il y a un programme extrêmement ambitieux. Alors, dans la stratégie de souveraineté industrielle qui est voulue par Sa Majesté le Roi, les intrants et le stock de sécurité, et au niveau des produits finis et au niveau des intrants dans notre industrie, sont très très importants. Et nous avons l'ambition de sécuriser nos intrants d'une part, mais aussi de commencer à en produire certains que nous ne produisons pas, ou que nous produisions peu, à l'instar des semi-conducteurs, tout le monde sait, tout le monde connaît la crise que connaissent les semi-conducteurs, mais aussi, j'en ai discuté il y a quelques jours avec l'industrie pharmaceutique, par exemple, où cette industrie connaît une dynamique très importante, mais où on doit travailler sur l'amont, notamment au niveau des principes actifs, où on rentre dans la chimie, où on rentre dans l'industrie lourde. Donc le schéma est clair, au niveau des intrants comme au niveau des produits finis desquels ont besoin les Marocains, la stratégie de souveraineté alimentaire s'inscrit dans un couple production et stock de sécurité.